Voilà, ça c'est un peu la vue d'ensemble de la ventilation et comment ça fonctionne. Maintenant, quelques éléments sur les réglementations qui sont en lien avec la qualité de l'air et la ventilation. Il y en a plusieurs et je vais d'abord vous demander si vous les connaissez. Donc, il y a trois réglementations dont je vais parler maintenant. Il y a d'abord la PEB, Performance énergétique des bâtiments, le code du bien-être au travail qui concerne les lieux d'entreprise et les lieux où se trouvent des employés. Et enfin, la loi du 6 novembre 2022, c'est une loi très récente sur la qualité de l'air dans les lieux ouverts au public. Donc, de nouveau, vous pouvez soit scanner le QR code, soit cliquer sur le lien dans le chat pour indiquer, ici vous pouvez répondre à plusieurs réponses pour indiquer quelle réglementation vous connaissez déjà. Euh, je vois que beaucoup de gens connaissent bien la PEB, un peu aussi le Code du bien-être au travail, et personne ne connaît la loi du 6 novembre 2022, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Bien, je commence maintenant par la PEB. Donc la PEB, vous la connaissez déjà bien, semble-t-il. Donc c'est une réglementation qui est régionale, qui vise surtout la consommation d'énergie, mais pour laquelle il y a un aspect aussi qualité de l'air et ventilation. Cette réglementation s'adresse aux propriétaires des bâtiments et en priorité des bâtiments neufs, donc des nouvelles constructions, et dans certains cas des rénovations lourdes, selon les définitions des trois régions. Alors ça concerne les bâtiments résidentiels, mais pas uniquement, aussi tous les bâtiments non résidentiels, sauf les bâtiments industriels. Mais donc tous les autres bâtiments sont concernés, bâtiments neufs et rénovations lourdes sont concernés par la PEB, donc que ce soit des bureaux, des écoles, tous les lieux d'enseignement, les commerces, le soin de santé, paramédical, etc. Alors la PEB, elle a différentes exigences au niveau de la ventilation en termes de débit d'une part et de système de ventilation d'autre part. Donc il y a quatre systèmes de base qui sont autorisés dans la PEB. Et il y a une exigence de débit de 22 mètres cubes par heure et par personne qui est combinée à des règles pour estimer le nombre de personnes en fonction du type d'espace. Donc par exemple dans un bureau, ben, la PEB prévoit que en principe on devrait avoir maximum une personne par 15 mètres carrés. Et donc en fonction de la surface du bureau, si on a un bureau de 60 personnes, ben, même si ce bureau n'est occupé dans les faits que par une seule personne, la PEB impose de considérer que le bâtiment, le système de ventilation doit être capable d'assurer la qualité de l'air pour 4 personnes. Et donc 4 fois 22 mètres cubes par heure par personne, ça fait 88 mètres cubes par heure et par personne. Donc c'est le débit à mettre en œuvre pour être conforme à la PEB dans un bureau. Je vous ai mis ici le lien vers les textes réglementaires en région bruxelloise qui contient notamment ce tableau qui reprend donc toutes les valeurs de mètres carrés par personne et qui permettent donc de déterminer finalement quel débit en fonction du type d'espace, que ce soit bureau, hôtel, horeca, commerce, loisirs, médical, enseignement, etc. Je vous laisserai regarder ça en détail si vous êtes concerné. Ça, c'était la PEB, que vous connaissez probablement déjà bien. Deuxième réglementation, c'est le Codex sur le code du bien-être au travail. Donc, il y a une réglementation qui s'applique aux employeurs. Et là, ça concerne tous les bâtiments. C'est indépendant du bâtiment, en fait, quel que soit le bâtiment, qu'il soit neuf ou existant. À partir du moment où une entreprise, des employés sont présents et un employeur est concerné, cette réglementation s'applique. Alors cette réglementation, elle ne couvre pas que la qualité de l'air et la ventilation, bien sûr, elle concerne tous d'autres aspects de sécurité, de confort, de bien-être, etc. Mais donc il y a un volet dans le livre 3 sur l'aération et qui fixe un certain nombre d'exigences et de principes. Donc, comme je l'ai dit, cette réglementation s'applique à l'employeur, pas directement au bâtiment, mais du coup, indirectement, il y a quand même des aspects techniques liés au bâtiment, à la ventilation, et donc euh, sont concernés aussi le propriétaire du bâtiment et tous les professionnels de la construction et des installations techniques qui vont concevoir, installer, entretenir les systèmes de ventilation dans ces bâtiments, mais juridiquement, la réglementation s'applique à l'employeur. Alors, cette réglementation sur les lieux de travail contient trois volets. D'abord, le principe d'une analyse des risques. Donc, l'idée, c'est que dans un lieu de travail existant, où il y a déjà un bâtiment existant, des employés qui sont présents, on peut faire un état des lieux au temps zéro. C'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. Je vais en parler dans 2 petites minutes. Ensuite, il y a des exigences concrètes de qualité de l'air
exprimés soit sous forme de CO2, soit sous forme de débit, auquel on est censé être conforme. Et si on n'est pas conforme à ces exigences de CO2 et de débit, eh bien, il y a l'obligation de réaliser un plan d'action pour, à terme, arriver à être conforme à ces exigences de CO2 ou de débit. Alors l'analyse de risque, c'est quoi? Ça peut être réalisé par exemple par un conseiller en prévention pour finalement faire un état des lieux de la situation de départ. Si c'est un bâtiment tout simple avec juste des bureaux, pas de source de polluants particulière, ben voilà, alors c'est assez simple. Les personnes sont les sources de polluants principales via les bioeffluents. On tient compte aussi évidemment de l'émission des matériaux, etc. Mais il n'y a pas de polluants spécifiques. Par contre, cette analyse de risque pourrait mettre en évidence des polluants spécifiques tels que la présence d'imprimantes, de photocopieuses, peut-être de certains produits qui sont utilisés dans certaines activités professionnelles. Donc ça, c'est vraiment le but de l'analyse de risque, c'est d'évaluer toutes les sources possibles de polluants et tous les éléments qui doivent être pris en compte pour contrôler correctement cette qualité de l'air. Dans cette analyse de risque, il y a éventuellement des calculs ou des mesures qui sont possibles, par exemple des mesures de polluants si on a des doutes sur des sources de polluants existants ou sur peut-être des affectations passées du bâtiment ou de local, par exemple, on peut réaliser des mesures de qualité de l'air. Ensuite, le deuxième pilier de cette réglementation, donc, c'est l'exigence qui est exprimée sous forme de CO2 et sous forme de débit et qui contient deux niveaux. Il y a un niveau d'exigence de base qui est de maximum 900 ppm de CO2 ou bien un débit de ventilation de 40 mètres cubes par heure et par personne. Donc ça, c'est le niveau finalement par défaut auquel on devrait être conforme donc dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail. Il y a un deuxième niveau qui est une sorte de dérogation et qui dit qu'on peut ventiler un peu moins ou on peut accepter des concentrations en CO2 un peu plus élevées, donc de 1200 ppm de CO2 maximum ou un débit minimum de 25 mètres cubes par heure et par personne. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette dérogation? C'est justement pour tenir compte à la fois de la présence des personnes et donc des bioeffluents émis par les personnes, mais aussi de la présence éventuelle de polluants émis par les matériaux qui, là, dépendent du premier pilier de la qualité de l'air dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le fait de limiter ces polluants à la source. Et donc si on peut montrer qu'on a limité les polluants émis par les matériaux, par exemple au niveau des revêtements de sol, je vais en dire deux mots juste après, eh bien la réglementation considère que ces polluants sont déjà réduits à la source et donc on peut ventiler un peu moins pour se focaliser uniquement sur les bioeffluents avec un débit de 25 mètres cubes par heure et par personne. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc la ventilation fonctionne par dilution, donc on atteint une concentration d'équilibre, et donc les valeurs qui sont ici dans la réglementation, il y a un lien direct entre une concentration en CO2 et un débit. Je vous ai montré ici un petit graphique de concentration en CO2 en fonction du débit par personne dans une pièce occupée par des personnes. Et pour une activité de travail de bureau, par exemple, en moyenne, une personne émet 20 litres par heure de CO2. Et donc, on a bien cette relation, la courbe bleue, qui est finalement unique pour cette émission de 20 litres par heure par personne. Et donc, ça veut dire que dans un espace où on a plusieurs personnes et un débit de ventilation de 25 mètres cubes par personne, on aura à l'équilibre une concentration de 1200 ppm. À l'inverse, si on ventile un peu plus dans cet espace avec un débit de 40 mètres cubes par heure et par personne, on aura une concentration d'équilibre de 900 ppm. Donc c'est juste pour vous dire d'où vient cette relation entre la concentration et le débit. Sachant que le CO2, ici de nouveau, est utilisé comme un traceur, un indicateur aux concentrations normalement habituelles dans les bâtiments, qui sont bien inférieures en principe à 5000 ppm. Le CO2 n'est pas un polluant toxique comme tel. Le 5000 ppm ici, pour info, c'est la concentration qui commence à être problématique dans un contexte industriel où on a des processus qui produisent du CO2 au niveau industriel. Alors, donc je l'ai dit, l'exigence est exprimée en deux niveaux, donc en fonction si on a déjà prêté une attention particulière à éliminer les polluants à la source, par exemple les polluants émis par les matériaux ou pas. Et donc, si on peut dire on peut montrer effectivement que c'est principalement les personnes, les bioeffluents qui sont présents et qu'on a éliminé les autres polluants, on peut retomber sur le débit de base, donc de 25 mètres cubes par heure et par personne. Par contre, si les autres polluants ne sont pas connus ou si on n'a pas pris des mesures spécifiques pour les contrôler, là, on est obligé de ventiler plus
pour aussi éliminer ces polluants. Et donc, on retombe sur l'exigence de base avec 40 mètres cubes par heure et par personne. Alors cette réglementation, je vous ai mis les liens quelques slides plus loin. Il y a également une directive pratique qui accompagne la réglementation et qui donne des éléments supplémentaires et qui explique notamment dans sa version de 2019 que pour pouvoir faire appel à ce niveau réduit, eh bien, dans un premier temps, selon la version 2019, on peut simplement regarder ce qui se passe au niveau des revêtements de sol, sachant que au niveau des matériaux, les revêtements de sol sont une source vraiment très importante. Et donc, dans un premier temps, dans une première version de cette directive pratique, il est prévu de regarder uniquement ce qui se passe au niveau des revêtements de sol. Et pour les revêtements de sol, justement, il existe un arrêté royal de 2014 qui, lui, s'applique aux fabricants de revêtements de sol. Et donc, depuis cet arrêté royal, tous les revêtements de sol neufs vendus en Belgique sont obligés de satisfaire un certain nombre de valeurs seuil d'émissions et donc peuvent être considérés comme peu émissifs. Donc, dans un bâtiment neuf dans lequel les matériaux sont censés être conformes à cette réglementation, eh bien, on peut supposer que on a suffisamment éliminé les polluants émis par les matériaux à la source, le revêtement de sol étant la source principale et ce revêtement étant par ailleurs soumis à une obligation de valeur limite. Et donc on peut retomber sur le débit de 25 mètres cubes par heure et par personne. Ce sera aussi le cas pour un bâtiment éventuellement plus ancien, mais dans lequel le revêtement de sol est par nature peu ou non émissif. Donc cet arrêté royal précise notamment que la pierre naturelle, la céramique, donc le carrelage, le verre non traité et l'acier n'émettent pas ou peu euh, de polluants. Donc par exemple, dans une école ancienne mais qui est uniquement avec du carrelage, on peut aussi considérer que c'est peu émissif. Par contre, dans tous les autres cas, un bâtiment ancien dont on ne connaît pas l'origine du revêtement de sol, eh bien, en principe, on devrait retomber sur le débit plus élevé de 40 mètres cubes par heure et par personne pour satisfaire à l'exigence du Code du bien-être au travail. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser ces exigences? Ben, dans beaucoup de bâtiments existants, ben, il n'y a pas, peut-être pas ou pas encore de système de ventilation. Il y a des alternatives dont on a déjà parlé. Ben, les fuites dans l'enveloppe, ça ne marche pas. L'ouverture des fenêtres, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, c'est clair que pour les bâtiments existants, il y a un certain nombre de contraintes économiques. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut installer un système de ventilation. Il y a parfois aussi ben, le phasage, le timing d'une entreprise, une entreprise qui est amenée à grandir, qui va peut-être déménager ou qui n'est peut-être pas propriétaire du bâtiment, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Et donc la réglementation prévoit une approche pragmatique avec un plan d'action. Donc ce n'est pas l'obligation dès aujourd'hui d'être conforme à ces débits de 25 ou 40 mètres cubes par heure par personne, mais c'est plutôt d'avoir une vision à plus long terme et de prévoir un plan d'action pour atteindre ces exigences, pour être conforme à ces exigences, idéalement le plus rapidement possible, mais en tout cas d'avoir une vision quand on pourra atteindre ces exigences. Donc basé sur l'analyse de risque dont j'ai déjà parlé, on peut réaliser un plan d'action avec un certain nombre de mesures à court terme, par exemple mettre en place des stratégies d'ouverture des fenêtres ou éliminer certains polluants, déplacer les photocopieuses, les imprimantes, etc., des bureaux. C'est toutes des mesures organisationnelles qui peuvent être prises à court terme et puis des mesures techniques éventuellement à plus long terme, des mesures de CO2 par exemple pour identifier où on en est, et à terme l'installation d'un système de ventilation. Je vous ai mis ici un certain nombre de références, donc vous recevrez les slides par la suite avec toutes ces références concernant cette réglementation. Et enfin, le troisième contexte réglementaire qui est probablement moins connu pour vous, c'est la loi du 6 novembre 2022 qui concerne les bâtiments, les lieux ouverts au public. Cette loi n'est pas encore 100% d'application, mais il faut savoir donc qu'elle va être implémentée progressivement et qu'elle concerne tous les lieux qui sont ouverts au public, c'est-à-dire, je vais en parler juste après, les lieux qui ne sont pas réservés à la sphère familiale. Alors ici, c'est un peu une vue d'ensemble de ces différentes réglementations. Donc je viens de parler du Code du bien-être au travail qui concerne autant les bâtiments neufs qu'existants, mais dans le contexte bien précis de la présence d'employés et donc d'une entreprise. On a ensuite la réglementation PEB qui, elle, concerne tous les bâtiments, qui s'appliquent aux bâtiments, mais principalement neufs et rénovation lourde. Et puis on voit bien qu'il y avait ici un trou dans le tableau avant 2022. Mais pour les bâtiments existants qui ne sont pas liés à des employés et un employeur, on avait effectivement pas d'exigence en fait dans ces bâtiments avant 2022.
J'invite peut-être tout le monde à couper le micro parce qu'il y a un peu du bruit. Euh, merci. Alors, donc, je le disais, espace ouvert au public, donc est défini dans cette loi comme étant tous les espaces dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale ou purement à la sphère professionnelle. Donc, ça peut concerner beaucoup de secteurs, beaucoup de bâtiments. Des exemples ici, bah, tout ce qui est Horeca, tout ce qui est culture et tout ce qui est sport sont notamment concernés par cette définition de lieu public. Alors cette nouvelle loi contient différents éléments. Il y a des niveaux donc de qualité de l'air à respecter, donc des niveaux de référence sur base de CO2 et de débit. Heureusement, c'est assez cohérent avec ce que je viens de montrer avant pour les lieux de travail, on va le voir. Il y a ensuite un certain nombre d'obligations qui sont phasées dans le temps avec des délais qui sont relativement souples dans une certaine mesure. Il y a d'abord des obligations de communiquer sur la qualité de l'air, de réaliser une analyse de risque et un plan d'action. Ça, c'est plutôt à relativement court terme pour 2027. Et puis à plus long terme, l'idée de cette réglementation, c'est que chaque bâtiment, chaque local ouvert au public devra être labellisé avec une sorte de label qui dit quel est le niveau de qualité de l'air possible, qui limite par exemple le nombre de personnes dans cet espace, etc. Et alors l'administration fédérale a prévu en marge de cette réglementation un certain nombre d'outils pour accompagner les secteurs concernés. Donc ils ont mis en place une plateforme qualité de l'air avec un certain nombre de réunions, d'informations. Il y a une newsletter par mail, il y a un site web, il y a des guides pratiques pour informer sur l'implémentation de cette réglementation. Alors les niveaux ici d'exigence, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, ils sont les mêmes que pour les lieux de travail, peut-être avec un contexte d'application un peu différent. Pour le moment, dans les textes de loi, il n'est pas vraiment encore précisé quel niveau est obligatoire. C'est des niveaux qui sont un peu indicatifs, pardon. Mais donc, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà les mêmes valeurs de débit et de CO2 que dans le code sur le bien-être au travail. Donc, ça simplifie quand même les choses. Attention que même si cette réglementation n'est pas encore contraignante à court terme pour vous en termes vraiment de CO2 et de débit, les deux autres réglementations dont j'ai parlé avant le sont peut-être. Donc PEB pour les bâtiments neufs et rénovation lourde et le travail pour tous les lieux où se trouvent des employés. Alors en résumé, pour ce volet réglementaire, donc il y a effectivement plusieurs réglementations qui peuvent éventuellement s'appliquer, se cumuler pour un même bâtiment. Donc il y a d'abord la réglementation sur la PEB qui s'applique aux bâtiments neufs et aux rénovations lourdes, avec obligation d'un système de ventilation et d'un débit par personne et des valeurs de mètres carrés par personne dans le tableau que j'ai montré. Et ensuite, pour tous les lieux de travail, que ce soit des bâtiments neufs ou existants, donc là c'est le codex, en fonction qu'on peut montrer qu'on a des matériaux peu émissifs, notamment au niveau du revêtement de sol, on a un niveau d'exigence qui est réduit à 25 mètres cubes par heure et par personne. Dans les autres cas, on est à 40 mètres cubes par heure et par personne. Et enfin, pour les lieux ouverts au public, il y a cette nouvelle loi du 6 novembre qui va implémenter avec un certain, une certaine flexibilité sur le délai, en tout cas l'obligation de réaliser une analyse de risque et un plan d'action sur la qualité de l'air. Et petit rappel, je l'ai déjà peut-être mentionné indirectement, mais quand on parle d'un débit par personne, toute ces réglementations parlent de débit par personne, ben, c'est à multiplier par l'occupation du local pour avoir évidemment le débit total. Et donc, le nombre maximum de personnes dans un local est une donnée importante qui peut par exemple être affichée dans le local et qui est contraignante aussi. Si le local, la ventilation est prévue pour une salle de réunion de 20 personnes, ben, ce n'est pas prévu pour 40 ou pour 50. Ceci clôture donc le volet réglementaire.